Bonjour à tous. Merci Mahmoud pour cette belle introduction. Je tiens également à remercier le comité CRAC qui m'a permis ou m'a donné cette opportunité de venir vous présenter aujourd'hui. Vous savez, dans une conférence téléphonique pour la préparation du colloque, donc on regardait pour les sujets, qu'est-ce qu'on va introduire cette année pour la deuxième édition, l'idée est venue de proposer de faire une conférence sur la sériculture urbaine. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a beaucoup de questions que parfois on ne trouve pas les réponses parce que ça existe nulle part. Puis je me suis dit, pourquoi ne pas introduire le sujet au comité, puis de demander, maintenant d'inviter quelqu'un qui a vécu cette expérience, qui a installé un projet en milieu urbain, puis c'est quoi, qu'est-ce qu'elle a rencontré comme difficulté. Puis tout de suite, Hélène me dit, pourquoi Mohamed, tu ne viens pas présenter? Parce que si on invite quelqu'un, il va probablement parler juste de son expérience, mais soit tu couvres un peu large à Montréal, l'agriculture urbaine, la sériculture, donc ça peut être une bonne conférence pour toi. Ben, elle était tellement appuyée par le comité que je ne pouvais pas dire non. Donc c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Vous savez, la sériculture urbaine, bon, quand on parle de la sériculture, ça se ressemble, mais il y a quand même beaucoup de particularités. Si je demande parmi vous, dans la salle, installer une serre, c'est quoi le processus? Probablement, la majorité d'entre vous ont la réponse. J'ai entendu M. Fortin tantôt parler, j'ai bien aimé son expérience là, de passer chez un producteur qui va en retraite, puis qu'il y a des serres, puis d'un seul coup, il s'achète des serres, il les transporte, puis il les installe sur sa ferme. Je me suis dit, mon Dieu, il y a tellement de différences, parce que je vous assure qu'en sériculture urbaine, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça, il y a beaucoup de contraintes, malgré qu'il y a quand même des opportunités, mais il y a beaucoup de contraintes. Quelques-uns dans la salle, notamment M. Isiaka, il est ici dans la salle, je lui ai demandé tantôt si je peux nommer son nom, a vécu cette expérience d'installer un projet de serre au milieu urbain. Puis, vous savez de quoi je parle, M. Isiaka? C'est quoi les contraintes et tout. Donc, dans cette présentation, en fait, c'est juste, je vais amener des éléments, pas toutes les réponses probablement, parce que je connais comme des projets qui se passent en agriculture urbaine, sur les toits et tout, les différents modèles. Mais je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais quand même amener les plus importantes. Donc, je commencerai à parler un peu des caractéristiques et les modèles d'affaires qui existent. Je vais quand même préciser ce qui se passe chez nous. C'est quoi les opportunités? Pourquoi j'installe une serre urbaine? Ça me rapporte quoi? Et si je me lance dans un projet comme ça, est-ce que je sais qu'est-ce que ça va amener comme contrainte? C'est quoi les défis? Puis je vais terminer avec une petite conclusion. Ici, dans la province, en fait, quand on parle des serres urbaines, c'est variable. Souvent, quand on parle des serres dans le milieu agricole, c'est les serres conventionnelles. Pour la production, c'est purement commercial. En milieu urbain, c'est variable. Donc, ça passe d'une petite serre en arrière-cour pour le plaisir, c'est plus récréatif ou améliorer le milieu de vie. Ça peut être aussi parfois sur des résidences, vous savez, avec les gens qui vont à la retraite, les baby boomers, on cherche quand même une certaine qualité de vie, parfois certaines résidences, pour répondre à cette question, en fait, ou à cette demande. Parfois, on veut installer des serres, ça va occuper le monde, puis ça assure une certaine qualité de vie. Ça peut être dans un contexte d'économie sociale. L'économie sociale, bon, on a quelques exemples, ça ne manque pas aussi. À Montréal, il y en a plusieurs projets. Ça sert souvent pour l'éducation, donc il y a aussi de la sécurité alimentaire à travers tout ça, ou ça peut être aussi un contexte en fait, d'économie sociale, mais avec un aspect quand même commercial. Parce que vous savez, avoir de l'argent au début, parfois, c'est facile, mais assurer la pérennité après 3 ans, les gens qui donnent l'argent, ils ne veulent pas donner sur 20 ans. Ils vous donnent l'argent, vous lancez le projet,
mais il faut qu'il y ait quand même une certaine pérennité par la suite. Ça peut être parfois des serres aussi, soit institutionnels ou éducatifs. On voit ça dans plusieurs universités. Des exemples, mettons l'université de Concordia, l'université de Québec à Montréal. Parfois, ça sert pour l'éducation, parfois, ça sert pour faire des projets de recherche, et parfois, c'est juste un lieu pour les étudiants, pour qu'ils puissent passer quelques heures là-dedans. Puis, on a l'autre contexte qui est purement commercial. Vous le connaissez tous. On a un seul promoteur à Montréal qui est les fermes Loufa, que c'est vraiment la production, la mise en marché et tout. Les serres, souvent, on est sur le toit d'un bâtiment ou on est au sol. Puis je vous explique, au sol aussi, il y a des différences. Il y a certains modèles, on a assez d'espace, donc on les installe, il n'y a pas de problème, il n'y a pas beaucoup de circulation de gens. Mais il y a d'autres endroits, c'est dans un petit parc, donc il y a beaucoup de monde qui vient voir, il y a parfois des enfants pour l'éducation et tout. Donc ça, c'est un autre contexte. Pourquoi je fais la différence entre les deux? En fait, c'est des modèles d'affaires, puis je vais vous expliquer par la suite pour les contraintes. Parce que pour la serre qui est dans un milieu assez spacieux, assez d'espace, dans ce genre de projet, on a essayé quand même de faire ou d'avoir des dérogations par rapport à la réglementation, ce qui ne s'applique pas quand on a une petite serre dans un parc où il y a beaucoup de monde qui circule autour. Pour les modèles d'affaires, donc, il y a plusieurs caractéristiques différemment des modèles d'affaires. Donc, les serres, généralement, sont la plupart du temps délimitées par la superficie. Donc, quand on parle d'un bâtiment, donc, c'est délimité. Souvent de type jumelé, surtout quand on est sur un toit. Quand on est en sol ou des petites serres communautaires, ça, c'est pas jumelé, mais quand on est sur un toit, on parle toujours des serres jumelées. Il y a des matériaux de recouvrement, généralement, sont toujours de type permanent, donc en perle du verre, polycarbonate acrylique. Dans certains cas, on parle du polyéthylène double, mais pas quand on est sur un toit. Quand on est sur un toit, il y a tellement en termes de sécurité, puis le remplacement et tout, donc souvent on va y aller avec du recouvrement permanent. Souvent la structure est en aluminium ou en acier. Puis on fait des écrans thermiques souvent. Chauffage, généralement c'est au gaz naturel ou à l'électricité. Dans certains projets, ils voulaient aller plus avec de la biomasse. Il y a toujours l'éclairage d'appoint également, surtout quand on est en production à l'année. Et souvent en production hydroponique, quand on est sur un toit aussi. Quand on est en plein sol, donc il y a d'autres modèles. Donc ça peut être dans des contenants, sur des tables, ou ça peut être au sol. Mais quand on est sur un toit, généralement c'est en hydroponique parce que c'est beaucoup plus par rapport à la capacité portante du bâtiment. Pourquoi une serre urbaine? Qu'est-ce que ça va rajouter? Ça aide beaucoup à définir son modèle d'affaires parce que c'est pas facile d'aller installer une serre puis dépenser de l'argent, puis à la fin, on se retrouve finalement que c'est pas rentable. Ce qui arrive parfois, même les écoles embarquent là-dedans. C'est bien de faire une serre parce que c'est technique, c'est des affaires comme ça. Et puis quand on installe la serre, on va commencer à travailler là-dedans, on s'aperçoit que finalement, c'est pas aussi facile que ça et on abandonne par la suite. Donc c'est vraiment important de cibler en fait son choix ou son modèle économique. Généralement, les gens vont, en agriculture urbaine, généralement, on fait de la production pour offrir des produits frais, locaux et de qualité. Ça, c'est le branding généralement en agriculture urbaine. C'est la même chose pour les serres. C'est parfois pour compléter l'offre alimentaire. Donc, on fait des choses, on fait des jardins communautaires, on fait des petits jardins collectifs et tout. Puis, la serre, au niveau d'un quartier, ça peut compléter cette offre alimentaire. La prolongation de la période de production, donc au lieu de commencer, mettons, dans les jardins, on commence un peu tard. Donc, si on a une serre, donc on peut avoir un peu de produit à l'avance. Dans certains cas, même, on peut produire des transplants puis les distribuer aussi pour les jardins communautaires.
c'est sûr qu'il y a un potentiel de production assez élevé par rapport à des jardins ou en plein sol. Puis parfois, ça répond aussi, surtout quand on est dans un contexte d'économie sociale, ça répond à certaines problématiques sociales, économiques et environnementales. Donc on parle beaucoup de l'éducation, on parle beaucoup de la sécurité alimentaire, où ils vont produire, puis il y a une partie qui va être vendue, puis il y a une partie qui va être donnée pour les banques alimentaires. On parle beaucoup de la réinsertion sociale, donc on amène des jeunes qui ont décroché, puis bon, on va leur apprendre à travailler, puis pour les intégrer au marché de l'emploi. Donc tout ça, c'est bénéfique. Donc il y a sûr qu'il y a le côté en fait économique, mais il y a aussi le côté social qu'il ne faut pas négliger. C'est pour ça que j'ai dit, c'est dépendamment du modèle, dépendamment de ce qu'on veut faire dans la serre. Puis il y a aussi la création d'emplois, développement d'une expertise locale, et parfois c'est à des fins commerciales. Je vous mets ici deux articles que j'ai vus qui sont sortis dernièrement. Ce n'est pas trop pessimiste, hein, donc on voit une serre sur le toit qui dit qu'elle a fait faillite, puis le deuxième qui dit les serres plus jamais. L'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif de mettre, en fait, c'est Michel m'en a posé la question quand je lui ai envoyé ma présentation. Je dis, c'est juste amener un élément de réflexion. La serre que vous voyez à droite, en fait, celle-là, c'est quasiment la plus grande serre sur un toit en Europe. C'est en Allemagne. Ils ont construit ça, puis ils ont comme développé un modèle d'affaires. C'est une serre à peu près de 1200 mètres carrés. Ça a ouvert en 2016. Ça a fermé en 2017. OK? Pourquoi ce qu'ils disent, les raisons, c'est qu'ils n'étaient jamais capables de rentabiliser l'affaire. Ça a coûté très, très cher pour la construction. Ça a coûté très cher aussi pour le matériau, pour faire opérer la serre. Puis il y avait des producteurs en serre en périphérie. Donc, si tu penses vendre des légumes au même prix que quelqu'un qui est en périphérie, ben, tu n'es pas dans le jeu. Ils ont constaté, mais après un an. Donc, ils ont fait faillite. Deuxième, c'est un promoteur aussi en France qui a fait une serre. C'est une petite serre de 350 mètres carrés. Lui, il a trouvé un nouveau modèle économique. C'est qu'il installe des tomates et des fraises dans la serre, puis il fait la transformation dans la serre. Mais les journalistes, c'est toujours médiatisé, ce genre de projet. On lui a posé la question par rapport à sa serre, par rapport à la rentabilité. Ce qu'il dit, M. Hubert, c'est que la serre, plus jamais. Pourquoi? Parce que ça a coûté une blindée. Puis si, avec tous les efforts qu'on peut faire, et c'est un gars qui a 15 ans d'expérience, mais avec tous les efforts qu'on peut faire, on pourra la rentabiliser dans 15 ans. Ce que je veux dire, ce n'est pas automatique quand on a une serre, donc c'est l'échec. C'est juste, c'est bien définir, en fait, son mode ou son modèle économique. C'est ça qu'il faut regarder. Puis quand j'embarque dans un projet comme ça, il faut le regarder, il faut étudier toutes les étapes. On va voir l'histoire de M. Robin, M. Fortin, qui a transféré sa serre, puis l'a installée. Vous allez voir que finalement, en agriculture urbaine, il y a quelque chose qu'on appelle la réglementation, qu'on n'en a pas parlé tantôt. Parce que probablement, quand on est en zone agricole, même s'il y a un peu de réglementation, mais ce n'est pas le même cas. Dans les villes, il y a ce qu'on appelle le règlement de zonage. Tout est réglementé. Et comme quelqu'un m'a dit, un promoteur m'a dit, quand il y a une réglementation, c'est un problème. Quand il n'y a pas de réglementation, encore c'est un problème pire que le premier, parce que là, il faut que tu démontres qu'il n'y a pas de nuisance. Donc, il faut de faire une étude, et par la suite de démontrer que ce que tu veux faire, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que s'il y a des voisins qui commencent à appeler la municipalité, puis que la municipalité elle a autorisé le projet, mais maintenant il faut qu'elle réglemente, ça devient très très compliqué. Donc, les municipalités ou les villes ne veulent pas avoir ce genre de problème. Souvent, des municipalités, il y a certaines municipalités interdisent ou limitent la construction des serres en zone urbaine. D'autres permettent l'installation des serres artisanales de petite taille. La serre commerciale, généralement, elle est interdite, sauf dans les zones industrielles.
Puis les règles généralement qui concernent l'installation des serres relèvent du règlement d'urbanisme. La réglementation, pourquoi? Généralement, c'est pour diminuer les nuisances et d'éviter les conflits avec le voisinage. Toute la réglementation qui est faite se vend parce qu'il y a quelqu'un qui a appelé, puis qu'il y a des nuisances, puis la municipalité, il faut qu'elle agisse par la suite. Et puis pour assurer en fait la cohabitation harmonieuse entre les voisins, qu'il n'y a pas de chicane et tout, donc on va venir mettre une réglementation. Dans n'importe quel projet, il y a des autorisations qui sont requises. Donc il faut toujours s'informer auprès de la ville ou de la municipalité, puis même au sein de la municipalité. Je vous donne l'exemple de Montréal, avec tous ces arrondissements, les villes liées et la ville-centre. D'un arrondissement à l'autre, la réglementation, elle diffère. Donc, il y a tant de règlements qu'il y a tant de municipalités au Québec. Puis, l'année passée, un promoteur qui voulait faire un projet, c'était correct à Saint-Laurent, mais quand il est parti à Saint-Léonard et s'est entendu avec le propriétaire de l'immeuble et tout, ça a marché bien. Mais quand il appelle la municipalité, non, parce que le règlement du zonage ne le permet pas à cet endroit. Donc, refaire la démarche à zéro. Puis, quand il y a un grand nombre, où le projet peut avoir un impact sur un plus grand nombre d'habitants, donc là, ça peut créer encore des contraintes plus sévères. Il y a certains types d'installations qui sont aussi limités. Parfois, comme j'ai dit tantôt, la réglementation elle est inexistante, mais là, il faut démontrer qu'il n'y a pas de nuisance. Donc, ça devient encore un autre problème. Puis, les processus sont généralement assez lents. Des promoteurs que je connais, mettons à Montréal, même des serres communautaires, parfois, ça peut aller 2 ans, 3 ans, 4 ans. Il y a des projets qui ont pris jusqu'à 5 ans. Puis, on rajoute à tout ça les frais supplémentaires pour les autorisations. La taxation qui est assez élevée, vous savez, dans la zone agricole, il y a un retour de taxes, ce n'est pas le cas dans la zone blanche. Il y a certaines municipalités, c'est sûr qu'ils ont trouvé des petites, comme à Montréal par exemple, donc pour certaines serres, ils ont trouvé une façon pour réduire tout ça, mais ce n'est pas général. Je vous présente ici un petit tableau par rapport juste, en fait, pour les frais supplémentaires qu'on ne trouve pas généralement dans la zone agricole. On a pour avoir un permis, c'est un minimum de 868 $. Puis, à chaque tranche de 1 000 $ de construction, on rajoute 9,8 $. Donc, pour des projets particuliers, soit construction, modification, occupation d'un immeuble, donc on peut y aller de 2 290 jusqu'à 16 940 pour les autorisations. Tarification de l'eau qui peut varier également, donc soit en mètre cube, qui est 0,16 $. Ça peut être aussi 0,21 $ pour chaque tranche de 100 $, puis le plus grand montant, c'est lui qui s'applique. Coût d'enfouissement qui est de 115 $ la tonne. Si vous avez du compostage à faire, donc souvent il n'y a pas d'espace, donc il faut contracter quelqu'un, c'est 45 $ la tonne. Coût de récupération, ça, je ne l'ai pas mis parce que je n'ai pas trouvé un chiffre, mais il y a un chiffre quand même pour ça aussi. Puis dans la zone agricole, on amène une serre, on l'installe, on a de l'espace, il n'y a pas de problème. Dans une zone urbaine, si je suis sur un immeuble, il faut y aller quand même négocier avec le propriétaire de l'immeuble pour voir la capacité portante de l'immeuble. Est-ce qu'elle est capable de supporter une charge supplémentaire? Puis, est-ce qu'il y a des espaces, parce que là, on fait de la production, mais le post-récolte, il y a du conditionnement, il y a de l'emballage, il y a de la vente. Est-ce que j'ai assez d'espace pour ça? Est-ce que pour accéder au toit, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Est-ce qu'il y a un ascenseur? Est-ce qu'il y a des... Donc ça, il faut aussi le regarder. Puis certains modèles d'affaires, mettons quand on est en panier ou des affaires comme ça, donc ça nécessite que les gens viennent régulièrement. Donc là aussi, si on signe un bail puis on n'a pas mis cette clause, le propriétaire peut nous dire non, c'était pas ça l'entente. Donc il faut toujours, dans le bail, faire en fait toutes les dispositions nécessaires pour encadrer les droits des deux parties.
un autre problème. Est-ce que vous connaissez le Code national du bâtiment? Code national du bâtiment agricole. Ça aussi, c'est une méchante différence entre les deux. Tout ce qui est en milieu agricole, c'est régi par le Code national de construction de bâtiments agricoles. Puis en ville, généralement, c'est le deuxième code qu'on utilise. C'est comme le code de la construction, carrément. Et ça amène beaucoup de frais supplémentaires. Quand on est dans des serres où il y a une faible, on parle de la faible occupation humaine. Là, on est dans le premier. Quand on ne répond pas à ce critère, donc on est dans le deuxième. Pour les coûts supplémentaires liés au Code national du bâtiment, premièrement, la capacité portante, surtout quand on est sur un toit, est souvent un obstacle majeur à l'installation des serres. Le Code national du bâtiment exige 4 fois plus de capacité portante pour la charge de neige. Il arrive souvent que les toits ne puissent pas supporter une charge supplémentaire. Donc, ce qui rend parfois, c'est ce qui joue un peu sur l'intégrité du bâtiment, puis ça peut créer des problèmes de sécurité pour les occupants. Juste pour vous donner aussi un exemple, serre avec Code national du bâtiment, serre construite selon le Code national du bâtiment agricole, ou de construction du bâtiment agricole, juste de voir un peu les coûts. On voit dans le premier, une serre sans équipement, ça nous coûte à peu près entre 65 et 85 le mètre carré. On est à 280 à 380 le mètre carré, quand le Code national du bâtiment. Les équipements, généralement, c'est similaire, donc on est entre 160 et 200 $. Il faut adapter le toit pour installer une serre, donc on est à peu près autour de 270 le mètre carré. Ça prend une membrane pour couvrir la toiture, on est autour de 54 à 108 $ par mètre carré. Puis ça prend un ascenseur ou des escaliers, donc on est autour de 54 $ le mètre carré. Puis effectivement, quand on voit ici, on passe de 220 à 280 $ par mètre carré pour la serre agricole, à 800 à 1000 $ par mètre carré pour une serre construite selon le Code national du bâtiment. Donc, c'est sûr que si vous avez, mettons, une serre de 200 mètres carrés, on est quasiment rendu à 200 000 $. Alors qu'une serre high-tech, généralement, on est autour de 280-300 $ quand on est dans la zone agricole. Il y a aussi d'autres contraintes qui sont liées plus au travail en hauteur, santé et sécurité des travailleurs. Donc, il y a la résistance des composantes mécaniques qui doit être 4 fois supérieure selon le Code du bâtiment. Gestion de la main-d'œuvre aussi, on ne peut pas mettre n'importe qui pour construire la serre. Donc, les travailleurs, il faut qu'il y ait un certificat de compétence du Québec. Ça, c'est des coûts aussi supplémentaires. Construction des serres en hauteur est soumise au Code du bâtiment du Québec. C'est tout un défi de travailler ou de faire du recouvrement d'une serre sur, mettons, un toit. Puis juste pour vous donner un exemple, une petite étude qui a été faite sur les serres Arnois, construites selon les deux codes, c'est quasiment 4,4 fois plus cher au pied carré quand on est selon le Code du bâtiment du Québec par rapport au Code national de construction du bâtiment agricole. Puis tout ça, c'est lié, parfois on dit de 30 à 40 %. Il y a la main-d'œuvre qui joue, parce qu'il y a plus de pièces à assembler, la structure elle est assez imposante. En même temps, la main-d'œuvre, on parle de, j'ai les chiffres ici, avec des certificats de compétence, on parle de 30 à 45 $ par heure. Coût de location des équipements qu'il faut rajouter aussi pour le travail en hauteur. Coût de location du grille, ça peut aller à 300 $ de l'heure. Puis d'autres coûts supplémentaires qui sont liés à la sécurité générale autour du site en hauteur. C'est vrai, quand on parle structure imposante aussi, dans le Code national du bâtiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a moins de lumière. Puis généralement, dans la sériculture, on parle, quand on a 1 % de plus de lumière, on a 1 % de rendement.
Les pertes de lumière, ça peut aller jusqu'à 22% avec ce genre de structure. Donc, ce qui nous amène à des pertes de rendement. Mais si on veut éviter cette perte de rendement ou l'augmenter, il faut agir en conséquence. Donc, il faut compenser cette perte de lumière. Et cette perte de lumière, on va la compenser avec l'infrastructure, avec, bien sûr, des coûts qui sont élevés. Donc, on parle à peu près, juste pour la lumière, le Code national de construction de bâtiments agricoles, on est à 2430 heures par année. Puis, pour le Code national du bâtiment, on est à 3035. Donc, si vous voyez en haut, on parle à peu près pour l'infrastructure 10% de coûts supplémentaires juste pour les lumières, puis les coûts énergétiques, ça peut monter jusqu'à 37%. Plus d'autres éléments techniques à considérer. Donc, on parle de la nécessité de mettre des gicleurs. On parle également des difficultés d'accès au toit pour la construction des serres. Donc, ça prend plus du temps, puis la main-d'œuvre. L'acheminement aussi des matériaux. Ça prend des dérogations parfois au prix de la ville pour installer les écrans. La gestion de l'eau aussi est difficile parce qu'il n'y a pas de rétention d'eau dans la serre. Puis parfois, la quantité d'eau qu'on met dans les égouts municipaux dépasse la capacité. D'autres problèmes aussi, c'est la gestion de la chaleur. Donc, on sait dans la serre, la gestion du climat, c'est très, très important. On est à Montréal, par exemple, ici. On voit tout le rouge, là, c'est des îlots de chaleur. Puis dans le deuxième, on voit à peu près la différence de température quand on est en milieu urbain par rapport à la ville. C'est beaucoup plus élevé. Donc, c'est sûr que les îlots de chaleur présentent des menaces aussi à la productivité. Donc, c'est difficile d'éviter des extrêmes de température, puis de mettre, en fait, ces températures à des niveaux optimaux pour les plantes. C'est nécessaire, parfois, de baisser la température, soit par l'utilisation de la ventilation, brumisation, matelas d'évaporation, mais ça rajoute des coûts supplémentaires. En Amérique du Nord, généralement, on parle qu'il y a à peu près 2 degrés de plus quand on est mettons, une population de 1000 habitants, puis ça peut monter à 12 degrés de plus quand on est dans une population d'1 million d'habitants. Une étude qui a été faite à Montréal sur 1,5 km de Mont-Royal jusqu'au boulevard Saint-Laurent, c'est 1,5 km, on parle parfois de 17 degrés de plus. Okay? On est dans l'asphalte, donc... Plus la complexité de la polyculture, M. Fortin en a parlé, quand on a beaucoup de cultures dans une serre, donc les exigences sont différentes. Et nous, généralement, pour avoir plus de production ou des rendements, il faut qu'on assure des conditions optimales pour la plante. Et quand on a plusieurs plantes, donc là, il y a la luminosité, il y a la température, l'humidité, le CO2, tout ça, c'est variable d'une plante à l'autre. Puis en plus à ça, la gestion de l'irrigation, fertilisation. C'est sûr que c'est la même problématique qu'on vit aussi dans l'ornemental, parce que dans la serre, on n'a pas juste de la tomate. Parfois, dans certaines serres en ornemental, on a plusieurs cultures, donc il faut dealer avec ça. Puis en plus de ça, il y a la gestion phytosanitaire et l'humidité. Donc si on a des problèmes, mettons, beaucoup de jardins amateurs à côté, donc il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a pas d'ennemis de culture. Hein. Puis quand on arrive à la vraie vie, c'est pas ça. Donc, d'autres contraintes aussi réglementaires, sociétales, qui sont liées au bruit et à la pollution lumineuse. Donc, les résidences sont généralement plus proches. L'utilisation des ventilateurs, ça peut être un problème si ça fait beaucoup de bruit. Il peut ne pas être toléré. Puis, le choix aussi des équipements de chauffage, il faut le faire en conséquence. Il faut choisir des équipements qui ne font pas beaucoup de bruit parce que ça peut créer des problèmes avec les voisins. La pollution lumineuse aussi, c'est un autre problème. C'est connu généralement que la lumière, la nuit, ça peut créer parfois des migraines et tout. C'est sûr qu'actuellement, il n'y a pas de réglementation, mais c'est ça que j'ai dit tantôt. S'il y a des nuisances, ça peut créer un problème. Un cas de jurisprudence en Hollande a obligé les producteurs de réduire de 85 à 95% l'émission de lumière la nuit. Donc, il faut installer des écrans, et ces écrans sont plus chers, l'installation est plus chère. Puis, on rajoute à ça, donc, si on parle de 32 à 42 $ le mètre carré, c'est rajoute à ça la gestion du climat qui est particulière parce que la chaleur va rester dans la serre. D'autres contraintes qui sont liées à l'utilisation du CO2 puis les déchets de culture. Le CO2,
Bon, quand on est en agriculture urbaine, on prend l'agriculture écologique et tout, donc c'est ça le branding, mais on sait tous que le CO2, ça peut être un facteur qui aggrave les gaz à effet de serre. Puis l'injection du CO2 liquide dans les serres, ça peut être un peu un élément sensible à l'opinion publique. Il y a aussi, pour les déchets, parfois des autorisations qui sont demandées. J'achète, Mahmoud. Puis il y a aussi des contraintes liées à l'espace. Les déchets doivent être disposés d'une manière convenable. Puis j'ai parlé tantôt que pour le compostage, donc si on le fait, il faut que ce soit avec des méthodes sophistiquées, ce qui donne des coûts supplémentaires. Parfois, si on se traite avec une compagnie privée, bon, ça peut rajouter jusqu'à 45 $ la tonne. Puis le dernier, bon, on parle de l'accessibilité à des programmes d'aide gouvernementaux. C'est sûr que je parlais de l'année passée parce que quand on est producteur en zone blanche, la zone blanche, bon, c'est dans les villes. Avant, ben, pour le même programme, un producteur qui est en zone urbaine, il peut avoir accès, puis un producteur qui est en zone blanche, il ne peut pas avoir accès. Dans certains programmes, c'est écrit, il faut que tu sois dans la zone blanche. Puis quand même, on trouvait qu'il y a certains producteurs qui ne bénéficient pas de ces programmes. Mais on a quand même travaillé avec nos collègues au MAPAC et au Central pour modifier certaines choses. On a quand même réussi à enlever cette problématique. Actuellement, les programmes qui existent, normalement, ils ne font pas la différence. Même si on est en zone blanche, on peut appliquer à ce genre de programme. En conclusion, bien réfléchir son projet avant d'embarquer. Il faut vraiment étudier toutes les étapes. Éviter les modèles d'affaires classiques. Décider de faire une serre de tomates sur un toit, il faut que tu vends vraiment cher pour la rentabiliser. Donc, il faut vraiment, si vous voulez faire ça, trouver un modèle d'affaires qui est innovant, qui va vous permettre de vendre plus cher puis de rentabiliser. Considérer la productivité, toujours. Rentabilité, compétitivité, parce qu'on n'est pas seul dans le monde. Là, on a des voisins dans la périphérie. Également les coûts, les contraintes techniques et économiques. Ça prend beaucoup plus que de l'eau, de la bonne terre et de la chaleur pour faire pousser des légumes en serre en pleine ville. Ça prend aussi une bonne dose de patience et également de compétences. Et je vous remercie.